Hop. Bonjour Ida, Bonjour Anne-Valérie. je suis très heureuse d'accueillir Ida Ginari El Ishri dans le podcast Sans Cas Révolution aujourd'hui. Et on fait un enregistrement dans des conditions très spéciales. Je vais commencer par ça parce que ça explique le fait que peut-être le son est un petit peu résonnant ou un petit peu étrange. Je n'ai pas mon matériel, on est en mode artisanal, on est à Djerba, dans une magnifique maison dans laquelle Ida nous accueille avec plusieurs copines entrepreneurs. Donc, on est juste à 2 étages d'intervalle sur ce Zoom avec nos oreillettes. Mais en tout cas, dans la joie d'être là ensemble et de transmettre ce magnifique message que Ida, tu portes. Alors, Merci Anne-Valérie et je suis ravie de ton invitation. Merci beaucoup pour ça et ravie de partager nos messages communs, en effet, pour les femmes. Alors Ida, on s'est rencontrés il y a 4 ans maintenant. Je vais dire 2 mots sur notre rencontre parce qu'elle est amusante et elle parle beaucoup aussi de nous et de ce fil qu'on tisse ensemble depuis ces 4 années. On s'est rencontrés dans un groupe d'entrepreneurs, on va dire. On a eu envie de se rencontrer en vrai. Et on s'est retrouvés dans un café Place de la République à Paris ou autour d'une salade de quinoa. On a commencé à connecter, à avoir des points de ressemblance entre nous. Et puis, ce qui est vraiment amusant, c'est qu'au bout d'un moment, Ida, tu te dis, mais cette voix, je la connais. Et tu la connaissais au-delà de nos rencontres sur Zoom dans notre réseau d'entrepreneurs. Tu m'avais connue et reconnue par les méditations Petit Bambou que tu suivais. Et c'était moi, cette voix, qui nous a réunis avant qu'on se retrouve en vrai dans la vraie vie. Et je trouve ça vraiment amusant parce qu'il y a cette dimension spirituelle, cette dimension intellectuelle, cette dimension de femme qui nous unit. Beaucoup de choses en fait. Si on voit nos parcours, nos chemins, il y a évidemment notre engagement commun auprès des femmes et on va en parler amplement dans ce podcast. Et plein d'autres choses, le sud de la Bretagne, il y a la mer, il y a Christiane Singer, la philosophie, les plongées dans les abysses, comme on aime dire, notre indépendance farouche, notre envie de vivre pleinement cette vie. Des mots aussi, des mots comme responsabilité, ce beau verbe choisir. Tellement de choses et j'ai déposé intentionnellement ces éléments-là qu'on va tricoter ensemble ou détricoter ensemble dans ce podcast. Alors, je vais te présenter très rapidement, mais j'ai surtout envie que ce soit toi, Ida, qui nous parle de ton parcours. Et si j'y pense, c'est tellement difficile d'empacter une Ida dans quelques mots. Une femme avant tout, une mère de 4 enfants, une épouse, une entrepreneur, une docteure en psychologie, une coach, une femme de cœur, une femme engagée, auteure d'un livre qui est très cher à mon cœur. D'abord parce que le message est fort. On va parler de ce message. Et puis parce que tu m'as fait la joie et l'honneur de me demander d'écrire la préface. Une préface que j'ai écrite dans un flot incroyable. Et ça m'a tellement touchée. Et ce livre, c'est l'école des femmes dirigeantes de leur vie. Donc, merci d'avoir offert ce livre au monde. Et je te passe la parole, Ida, pour que toi, tu te présentes à ta manière, que tu nous racontes comment tu en es venue jusque-là et qu'on commence à cheminer ensemble dans ce message qu'on a envie de transmettre. Merci Anne-Valérie, je suis très touchée parce que, en effet, c'est toi qui as écrit la préface de ce livre qui est le deuxième et ça compte énormément pour moi. Quand j'ai reçu ce que tu avais écrit, c'était vraiment un cadeau. Et voilà, donc merci pour ça. Et alors, pour me présenter peut-être rapidement, tu as dit une femme. C'est rigolo parce que quand j'ai passé ma certification de coach à HEC Paris, le président du jury me dit, mais finalement, qui êtes-vous? Je sais pas, cette question est trop difficile, quoi. Et je lui ai répondu, bah, écoutez, je sais pas, je suis une femme. Il m'a dit, oui, mais et j'ai dit, bah, et avec tout ce que ça veut dire d'être une femme aujourd'hui, au XXIe siècle, mon histoire, ma lignée, ce que j'essaie d'entreprendre,
les questions que je me pose, etc. Et je crois que je n'étais pas hyper satisfaite de ma réponse, mais moi, du coup, ça m'a permis de continuer à essayer de répondre à cette question-là que j'ai trouvée intéressante. Et peut-être que c'est ce qui m'a amenée à Femme-S, hein, cette idée d'être des femmes uniques avec toutes nos facettes et de pouvoir les rassembler et les vivre en fonction de chacune d'entre nous. Donc, voilà, quelles sont mes facettes et puis cette infinité de combinatoires finalement. Voilà, et quand tu dis qu'on s'est rencontrés et qu'en effet j'ai reconnu ta voix en me disant mais c'est bizarre, j'avais vraiment ce truc-là, mais c'est bizarre, je connais cette voix et puis quelques jours plus tard je reprends mes enregistrements et je dis mais voilà, mais oui, c'est Anne-Valérie. Et en fait, je t'écoutais vraiment dans une période était une période très intense pour moi professionnellement, personnellement. J'avais quatre petits, voilà, dont un bébé qui venait de naître. Je pense qu'on devait être autour de 2017-2018 quand je commençais à t'écouter sur Petit Bambou. Et pour pouvoir tenir, parce qu'à cette époque, j'essayais de tenir, je me réveillais un peu plus tôt et j'essayais de méditer 10 minutes, un quart d'heure le matin, de faire 2-3 postures de yoga. Ça me faisait énormément de bien. D'autant que pour faire ça, j'avais dû passer un gap avec moi-même parce que pour moi, à cette époque-là, je n'étais pas une fille qui fait du yoga et qui médite. C'est quoi ces trucs tu vois, donc et je me dis, bon, en même temps, il y a des gens qui le font, qui ont l'air d'aller mieux, tu vois, donc je vais essayer moi aussi. Et donc, j'avais décidé de me lever un peu plus tôt quand la maison était encore tout endormie. Et pendant une demi-heure, pendant plusieurs mois, voilà, je faisais ces méditations-là, et donc notamment ton programme sur Petit Bambou qui accompagne le travail et les femmes au travail. Et À voilà, l'époque, et tu étais ça, encore à la SNCF, hein, Ida, exactement, exactement. Donc à l'époque, information. j'étais sur un poste qui me plaisait beaucoup. Globalement, j'ai vraiment travaillé. Donc moi, j'ai été dans la fonction RH pendant 15 ans en tant que psychologue du travail. Je suis psychologue du travail depuis. J'ai eu mon diplôme en 2017 et après j'ai soutenu ma thèse en. Non, n'importe quoi. J'ai mon diplôme en 2007. En 2007. Et ensuite, j'ai soutenu ma thèse en 2011, mais je travaillais déjà, en fait. Je travaillais à Air France pendant ma thèse. Et ensuite, je suis partie à la SNCF. Donc voilà, donc tout ça sur des fonctions RH de direction. J'ai toujours aimé beaucoup ce que je faisais, mais je pédalais. Je pédalais je courais pour emmener mes enfants à la crèche le matin, je sautais dans le RER, je devais encore marcher un petit peu pour arriver à mon bureau. J'arrivais à mon bureau, je balançais mon sac, je me mettais sur mes tableaux, sur mes PowerPoint. Après, je courais en réunion. Après, je courais acheter un sandwich. Après, je courais pour voir mes équipes l'après-midi. Et puis, je courais le soir pour reprendre mon RER dans l'autre sens et arriver, et arriver à la maison ou à la crèche. Donc, voilà, même si j'ai été beaucoup en lien avec mon mari et que mon mari a largement fait sa part pendant toutes ces années-là, ben voilà, c'était quand même la course perpétuelle. Et il y a un moment donné où j'ai voulu que ça change, en fait. Je me suis dit, je ne vais pas vivre ma vie comme ça indéfiniment. Et donc, comment est-ce que je peux continuer à faire quelque chose qui me plaît dans ma vie professionnelle? Il était hors de question pour moi d'arrêter de travailler. En m'épanouissant davantage, en étant plus à mon rythme, et puis peut-être aussi en contribuant à une cause qui commençait vraiment à me titiller, qui est la cause de la place des femmes dans notre société, dans leur famille, dans leur couple, avec leurs enfants, etc. Donc ça a vraiment commencé à m'animer à partir de 2016, jusqu'à m'amener, je dirais, assez naturellement vers une sortie et vers l'entrepreneuriat en 2019, 2020. Voilà, peut-être qu'on parlera de cette période de transition, mais voilà. Voilà ce que je peux dire. Donc, si allons justement vers cette période de transition, parce que quand on s'est rencontrés, moi j'étais déjà entrepreneur depuis des années. Toi, ce qui est intéressant, c'est que tu étais encore à la SNCF avec tes 4 enfants, tous tes engagements, et tu étais déjà rentré dans un groupe d'entrepreneurs pour préparer en fait cette phase d'après que tu pressentais comme juste pour ton épanouissement. Et comment ça s'est passé? Parce que je sais qu'il y en a parmi celles qui écoutent le podcast ou qui nous écouteront ou regarderont, qui sont dans cette phase de transition. Comment est-ce que tu as fait cette bascule, toi, de passer de ce chouette poste à la SNCF pour devenir entrepreneur avec 4 enfants et tout l'engagement que c'est, et le temps, et l'énergie, et les ressources. Comment est-ce que tu as pris cette décision? Ouais.
Alors, je pense que la décision, elle a cheminé entre 2016 et 2018. Et en 2018, j'ai décidé je commençais à avoir des demandes d'accompagnement par l'extérieur. Je n'avais pas provoqué grand-chose, mais on commençait à savoir que je m'étais certifiée, on commençait à savoir que je voulais accompagner autrement, etc. Donc, j'ai reçu des premiers coups de fil, pas en masse, hein, mais un, deux, que j'ai pris comme un signal. Je me suis dit, je ne vais pas faire ça à la volée. Je vais monter mon auto-entreprise et puis on verra bien où ça me mène cette histoire. Mm. Et puis, parallèlement à ça, je me rappelle quand j'ai repris après la naissance de ma petite dernière, de Nora, sur le quai du RER, j'appelle une amie et je lui dis, oh, j'ai une idée, je vais monter une appli pour les femmes. Tous les jours, elles pourront se poser une question pour bien mener leur journée. Et alors, à l'époque, je trouvais ça fou d'avoir cette audace de dire je vais monter une appli. Je me dis, pour qui tu te prends c'est pas les gens comme toi qui montent une appli, tu vois. Voilà, donc je trouve ça hyper audacieux, je trouve que c'est un projet hyper ambitieux. Enfin, voilà, donc ça me faisait trembler, tu vois, juste d'avoir déclaré ça. Mais bon, voilà, j'avais posé, j'ai pas monté d'appli hein, depuis, mais je pense que, tu vois, c'était des espèces de petites graines comme ça. Et donc, parallèlement à cette auto-entreprise où j'ai dû accompagner peut-être deux, trois clients hein, sur les 2 années qui ont suivi, mais ça posait le cadre, en fait. Et parallèlement à ça, je continuais à cultiver l'idée que peut-être que, voilà, il y a des choses à faire. Ça peut être une appli, mais ça pouvait être autre chose, etc. Et puis, ben, on est dans une époque qui nous donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Et donc, merci les réseaux sociaux parce que, ben, grâce à la communication de ces personnes qui communiquent sur les réseaux, qui sont infopreneurs, voilà, entrepreneurs, etc., ben, j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas du tout. Voilà, donc comme tout le monde, en scrollant sur Facebook, tout ça, je suis tombée sur des webinaires, des informations que jusque-là, je n'avais jamais lues par ailleurs. Et ça m'a ouvert à des possibles que je n'avais pas du tout envisagés. Et mon enjeu à moi, c'était, je suis OK pour faire cette transition, mais mon besoin vital, c'est de ne pas euh, renverser complètement tout ce que j'ai construit pendant ces 15 dernières années. Voilà, j'ai 4 enfants, je vis en région parisienne, je ne veux pas me mettre en difficulté financière. Et à la fois, j'avais à dépasser la peur de l'insécurité et dans le même temps, à créer ce qui serait possible pour être en sécurité. Voilà. Alors, Donc, je comment est-ce que voulais tu me as fait ça? former. Parce que c'est vraiment un Et ben, défi. je me suis formée. Je me suis formée. C'est-à-dire que vraiment, comme tu dis, j'étais encore salariée et je me suis dit, je me forme maintenant, en fait. Je veux savoir comment ça marche d'être entrepreneur, comment ça marche de générer du chiffre d'affaires, comment on fait pour avoir des clients, comment ça marche, ce truc, tu vois. Je vais juste attraper ça, Ida, parce que Ouais, c'est intéressant parce que quand tu dis je me suis formée, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui ont entendu je me suis formée au métier de coach, à mon métier mm, d'experte, mais tu mm. peux te former au Non. métier d'entrepreneur. Oui, alors Et je dis non. Évidemment, je me suis formée oui, mais tu à étais mes déjà formée au compétences métiers, mais coaching. j'étais déjà, Ça, tu voilà, l'avais exactement. et tu as compris que être entrepreneur, c'est aussi un métier, que ça nécessite de se former à ça. Et merci de le Exactement. dire parce Mais que oui, c'est hyper il y a important. tellement de femmes qui se forment à leur métier, coach, naturopathe, sophrologue, etc., et qui après se lancent et se trouvent toutes démunies parce qu'elles ne savent pas quoi faire. Mais c'est un autre métier, être entrepreneur, en fait. Donc, merci de le dire. Et ça Mais oui, nécessite d'investir. Et on est toutes les deux très, très partisanes de l'audace d'investir pour les femmes. Et il faut de l'audace. Et je sais que tu incarnes tellement ça. Est-ce que tu veux nous en parler? ouais, oui, oui, c'est ça. Investir dans qu'est-ce que ça veut dire de devenir entrepreneur. Et il y a aussi quelque chose, c'est que je ne voulais pas pédaler comme entrepreneur. Je ne voulais pas me retrouver dans un système où j'allais être victime de ce que je voulais. Donc, très rapidement, en fait, j'avais aussi vu, ma mère était profession libérale, et je l'avais vu un peu pédaler. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a un truc où, parce qu'elle était très bonne, elle était avocate, donc elle avait des procès très importants, enfin, mais ça pédalait au niveau de la gestion du cabinet. Et donc, je me suis dit, mais il doit y avoir d'autres possibilités. Je veux dire, il y a bien des gens qui arrivent sans être comme ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de travail, hein. Mais travailler, c'est pas pédaler, quoi.
Voilà. Et bon, c'est vrai que dans les promesses qu'on nous fait sur les réseaux, il y avait celle-là qui m'a tentée, quoi. C'est développer votre chiffre d'affaires dans la joie et dans le plaisir, quoi. Je vais simplifier un peu le message, mais ça m'a fait tiquer et je me suis dit, ouais, j'ai besoin d'apprendre alors, du coup. Comment on fait ça? Comment on fait pour générer du chiffre d'affaires, faire vivre une entreprise dans la joie et dans le plaisir? Donc, je suis allée vers ces messages-là et ça m'a énormément appris. Et en effet, ça a nécessité que j'investisse. Et ça, bah, ça n'a pas été facile tout de suite. Vraiment pas. J'avais jusque-là toujours été formée soit par ma boîte, soit par tous les dispositifs de compte personnel de formation, des choses comme ça. Donc, dépenser plusieurs milliers d'euros pour me former. Alors, je suis allée à la fac, donc voilà, je n'avais pas non plus la notion de dépenser pour mes études en formation initiale. Bon, voilà, ça a mis quelques temps, mais une fois que j'ai intégré le fait que c'est complètement indispensable de passer par là, eh bien, j'ai continué à investir, à investir, à investir. Et je ne sais pas si tu veux qu'on donne des chiffres, Valérie, mais oui, volontiers. Si tu es ouverte à ça, à un moment donné, j'ai très commencé à faire inspirant. le compte, du coup, de ce que j'avais investi euh, en formation, en formation et en accompagnement. Et en effet, on va être sur plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et je dis ça, mais je ne veux pas que ça fasse peur parce que si quelqu'un entend ça, il se dit, ah oui, mais alors du coup, je ne peux pas. Donc, je veux vraiment tout de suite dire que moi non plus, je ne pouvais pas. Moi non plus, je ne pouvais pas, je ne les avais pas. Mais ce que ça m'a appris, c'est justement la notion d'investissement. On commence à poser et à mettre de l'argent pour en gagner. En fait, c'est pas je vais mettre de l'argent qui a rien derrière. C'est je mets de l'argent à cet endroit-là. C'est comme une graine qui va fructifier. Et donc j'ai pris des risques. Il y a un moment où ça tremble un peu de dire bah voilà, je vais peut-être mettre 5 000 euros. Voilà, je les ai pas vraiment, ou en tout cas si je les mets, c'est un peu il n'y a plus rien derrière. Mais c'est pas 5 000 euros pour qu'il n'y ait plus rien derrière. Je mets 5 000 euros parce qu'en fait, ces 5 000 euros-là, c'est comme des graines qui vont permettre d'avoir des fruits à la fin. Et pas toute seule, avec l'engagement du travail. Parce que moi, un de mes combats aussi, c'est ces promesses poudres de perlimpinpin où on vous dit, vous investissez 5 000 euros et c'est la promesse des revenus récurrents, des 10 cas par mois, et par le pouvoir de la visualisation et de la manifestation. Et il y a aussi cette notion où, et je te vois depuis le début, Ida, où tu as 4 enfants, et j'insiste parce que moi, je n'ai entre guillemets qu'un fils, et je sais l'engagement que c'est d'avoir 4 enfants, et tu as fourni le travail. Et toutes les deux, on aime ce mot travail, c'est un mot qui a beaucoup de valeur pour nous. Et je veux le dire aussi que ce n'est pas les investissements qui vont faire la magie non plus, que ça va se faire tout seul. C'est la recette investissement, on met notre énergie et on met aussi l'énergie de la valeur qu'on est en mesure de créer par notre cerveau et notre dévotion à notre mission. Je crois que c'est très important ce que tu dis là, c'est pas l'investissement qui fait, c'est l'investissement réfléchi, en fait, de se dire, c'est pas, oui, en effet, je mets 5 000 euros, et alors, bah, allez-y, donnez-moi les trucs, les recettes, et puis voilà. Maintenant que j'ai mis les 5 000, c'est bon. Non, c'est vraiment, j'ai mis 5 000, et c'est donc un engagement fort pour moi, parce que bah, voilà, si c'est une somme pour moi de les mettre, bah, derrière, l'idée, c'était ça. C'était moi, je voulais me sentir engagée et responsabilisée aussi sur le fait que ces 5 000 devaient devenir 50. Je dis ça parce que c'est vrai, la première année, ces 5 000 sont devenus 50. Merci de... Je voulais en venir justement année, à... Et toi, voilà. ces graines-là, qu'est-ce qu'elles ont donné pour toi en fait? Quel business model tu as choisi? Comment... Parce que alors, si on... tu parlais de pédaler, mais on rétro-pédale, Ouais. un autre sens du pédalage. Donc, quand est-ce que du coup, tu as quitté la SNCF, tu t'es vraiment lancé Oui, sans en filet? 2020. 2020, ok. Mmh. Donc, tu
as investi 1000 les graines, arrosé, cultivé, 1000 soleils, etc. Ouais. Voilà, quel business model tu as construit et qu'est-ce que ça a donné justement comme fleurs et fruits dans ton jardin la première année et puis maintenant, où est-ce que tu en es? Donc la première année, alors je m'étais dit aussi, si je peux pas récupérer les 5000 en une ou deux fois, c'est que mon business model tient pas la route en fait. Et voilà, donc du coup, je fais partie de ceux qui ont monté des programmes qu'on appelle high ticket. Déjà parce que ça me plaisait de pouvoir proposer quelque chose de complet aux personnes que j'allais accompagner. Moi, je suis psy, donc dans ma tradition psycho, si j'avais suivi mes collègues qui montent un cabinet, je faisais de la séance, voilà, je me mettais sur Doctolib, je faisais de la séance, etc. Bon, c'était pas vraiment mon objectif, d'autant que de par ma culture aussi d'entreprise, mettre en place des programmes, mettre en place des choses sur de la durée aussi, avec des ateliers, avec de la formation, avec du coaching, avec de l'individuel, du collectif. C'est déjà des choses que je connaissais de par mon environnement professionnel. Et donc, je me suis dit, mais ouais, moi, en fait, j'ai envie de continuer à travailler comme je travaillais à Air France ou la SNCF. J'ai envie de mettre en place des programmes d'accompagnement. J'ai envie de permettre aux personnes de se réunir, de se rencontrer, de faire communauté. J'ai envie qu'on puisse être aussi dans la personnalisation. Donc voilà, donc, du coup, ok, ben, quand on monte ce genre de choses, ça va être des produits qui vont être à plusieurs milliers d'euros et ça me va bien. Donc je suis partie en effet sur un business model comme ça. Je continue à faire parallèlement quelques séances sur Doctolib, mais sur du coup un temps très très ramassé. Je consulte à peine une demi-journée par semaine. Mais ça permet aussi à certaines personnes d'avoir un espace dédié. Et puis après, on voit justement si c'est adapté pour elles d'aller dans un programme plus complet. Et voilà. Mais sinon, c'est vrai que mon business model est vraiment tenu par ce que j'ai mis en place au niveau du programme. Et puis par ailleurs, moi j'avais un prof de fac, que j'ai fait d'ailleurs travailler à la SNCF, qui lui faisait de l'assessment center. Et donc ça, c'est des process d'évaluation, notamment pour mettre en place des managers. Et on essaie de les évaluer un peu sous toutes les coutures, en les mettant dans plein de situations différentes, en leur faisant passer des tests de personnalité, des tests d'intelligence. Donc c'est vraiment, on va dire, le sommet de l'évaluation en recrutement. Et donc, en fait, ce que j'avais remarqué, c'est que c'était très similaire finalement à ce que je commençais à apprendre dans les réseaux d'entrepreneurs, c'est qu'il s'était focalisé sur un truc. C'était son expertise. Il faisait ça super bien et il faisait tourner sa boutique avec des gros contrats. Alors lui, il allait chercher des appels d'offres. Hein. Moi, pour le moment, je ne vais pas chercher d'appels d'offres, mais ça pourrait tout à fait être quelque chose qui pourrait s'ouvrir dans les prochaines années. Donc, il allait chercher des appels d'offres et il ne faisait que ça, de l'assessment center. Et bon, il se trouve que je connaissais bien sa collaboratrice qui était une de mes copines de fac, donc j'ai su quelques petites choses sur le cabinet. Et donc, je ne dis pas le nom, mais voilà, comme ça, je peux raconter l'histoire. Euh, ils étaient trois. Donc, elle, comme son assistante spéciale hyper compétente, lui comme dirigeant, et un stagiaire psycho du travail qui prenait chaque année dans notre Master 2 à Paris 5, qui prenait tous les ans un stagiaire. Donc, trois plus des prestataires. Et en fait, il faisait 8 millions d'euros par an. Ça t'a mis des étoiles dans les yeux. Alors, en fait, ça m'a mis le truc de, OK, c'est possible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu structures bien ton truc, et il allait au cinéma, il faisait du yoga, il donnait des cours à la fac dans ses heures perdues, hein, parce que du coup, il avait le temps. Et voilà. Et donc, moi, je l'avais fait bosser pour la SNCF. Enfin, gagné un appel d'offres pour travailler avec nous. Et du coup, voilà, donc je me disais, bon, bah, en fait, voilà, c'est possible. Je ne suis pas du tout à ces niveaux-là voilà, de chiffre d'affaires aujourd'hui, mais voilà, ça m'a donné confiance sur le fait qu'on pouvait créer un business qui tourne avec peu de personnes et que ce n'était pas la peine non plus de partir dans l'hyper recrutement, il faut que j'ai des gens partout, clac, 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 clac. On pouvait faire un truc assez intelligent, efficace, léger et que ça pouvait marcher en fait. Voilà. Et donc être très au clair sur finalement qu'est-ce que je veux, comment j'ai envie de travailler, avec qui j'ai envie de travailler, et puis bah, ensuite mettre en place tous les processus. Et là, j'ai envie de dire, il n'y a pas de secret, c'est écrit dans tous les bouquins de management, dans tous les bouquins de développement entrepreneurial. Voilà, simplement, ce qui n'est pas écrit dans les bouquins, c'est d'aller un peu plus plonger dans les abysses, comme tu dis,
pour savoir vraiment comment j'ai envie de travailler, qu'est-ce que je veux délivrer et sous quel format. Donc, tu as lancé en 2020, donc on est à la 3e année, là, Ouais, au moment où on se parle. Comment a été... 4e même, du coup. On est 4e, oui. dans Ouais, 4e. exact, 4e. Donc, quelle a été ton évolution? 1er janvier 2020, déjà je sors de tout ça et je me mets à travailler, à pédaler de nouveau. Donc très très vite, je me suis dit, oula, enfin, si je sors d'un système, c'est pas pour reproduire le même à une échelle plus petite. Et voilà, donc j'ai très vite, justement, hein, été toucher ces questions-là de comment est-ce que j'ai envie de travailler, qu'est-ce que je fais, etc. Donc ça va être un peu paradoxal parce que tu me demandes comment est-ce que tu as fait pour monter ta boîte et moi je vais te dire, bah, j'ai arrêté de travailler une journée par semaine. Donc, j'ai ouvert de l'espace. J'ai commencé par faire ça, ouvrir de l'espace. Et puis, bon, le reste du temps, comme tu as dit, évidemment, j'ai travaillé, j'ai structuré, j'ai réfléchi à ce que je voulais faire. J'ai suivi les conseils aussi. Enfin, je veux dire, j'ai accepté de désapprendre. Ça, je pense que peut-être si tu as des femmes qui font des reconversions professionnelles ou pas forcément des reconversions professionnelles, mais qui bougent de système, c'est dur hein, d'avoir cette humilité de se dire, bon là, à cet endroit-là, en fait, je ne sais pas. Je ne connais pas et je vais écouter. Moi, j'ai vraiment eu un temps difficile de je devrais savoir, tu es quand même cadre d'un certain niveau dans des très grandes boîtes structurées, tu devrais. En fait, non, tu ne devrais rien du tout. Tu ne connais pas, Ida, tu te calmes, c'est pas grave de ne pas connaître. Et maintenant, tu écoutes. Voilà, donc ça a été un grand cheminement de manière à déconstruire certaines choses que j'avais apprises pendant ces 15 années et à construire quelque chose de nouveau dans l'entrepreneuriat. Voilà. Après, il y a eu le confinement. Donc là, je me suis dit, heureusement que je suis sortie de la SNCF. Parce que si j'étais restée, je pense que j'aurais plus jamais osé sortir. J'aurais tellement eu. En fait, moi, j'étais quand même drivée par la peur. Hein. Il y avait un truc vraiment de peur, de perdre de la sécurité, etc. Donc, je pense que ça serait venu renforcer toutes mes peurs en disant, ouh là là, heureusement, là, t'es bien au chaud, bien au sec. Tu vas faire ça jusqu'à 64 ans et plus. Et tu vas rester tranquille. Voilà, c'est pas tout à fait satisfaisant, mais c'est déjà mieux que d'être dans l'incertitude avec tout ce qui se passe dans le monde. Voilà, l'histoire a fait que j'étais déjà plus salariée, donc c'était ainsi. Et du coup, ça m'a finalement mis en posture de responsabilité par rapport à ce qui se présentait à moi. Et donc, on parle du confinement, mais aujourd'hui, il y a plein d'autres événements sur lesquels les femmes peuvent peut-être se retrouver et avoir peur d'y aller. Donc, moi, je me dis, ben non, il y a un moment donné, si on a envie d'y aller, allons-y. Et alors, Voilà. où en est ton entreprise aujourd'hui? Dis-nous. Alors aujourd'hui, bah écoute, depuis cette première année où j'ai donné le chiffre d'affaires qu'on avait fait, je dirais qu'on a quadruplé, voire quintuplé le chiffre d'affaires, plutôt quintuplé même. Et, euh, et donc, on est vraiment dans une logique de fondation-construction. Moi, j'essaie vraiment, je me dis, si on veut aller loin, il faut creuser profond. Voilà, si je construis une tour, je pense souvent à cette tour incroyable à Dubaï, 800 mètres. Voilà, il se trouve que j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois à Dubaï sur ces 20 dernières années parce que j'ai des belles sœurs qui y vivent. Donc Dubaï, il y a 20 ans, ce n'était pas comme ça. Et ce que j'ai pu voir avec cette tour de 800 mètres, c'est que pendant plus de 5 à 10 ans, ils ont creusé les fondations de cette tour. C'est monté beaucoup plus vite que le temps qu'ils ont mis à creuser, creuser, creuser. C'était des cratères immenses dans la ville, il y avait des détournements de circulation incroyables. Et je pense souvent à ça pour me dire, bon, bah, voilà, je suis en train de construire une entreprise. Moi, j'ai 42 ans aujourd'hui, donc bon, voilà, 10 ans, 20 ans devant moi, peut-être 30, j'en sais rien, on verra. Et ben, c'est OK, en fait, d'aller mettre en place des fondations qui permettent de porter une maison qui soit solide et sur laquelle on va pouvoir empiler des étages éventuellement, tu vois. Mais ce que je vois, et je veux vraiment pointer ça, c'est que oui, et je te vois, Ida, on est très proche, tu construis les fondations et en même temps, et c'est un énorme, et tu construis la maison.
Parce Oui. que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans ce perfectionnisme et donc on prépare, on peaufine l'offre, on réfléchit, on attend, on prépare tous ces mails et on les revoit, on les Ah revoit oui. et on attend le bon moment, le meilleur moment. Et tu Hmm. vois, donc Oui, avec tu ce as raison sentiment de que oui, il souligner faut que je fasse ça. des fondations, il faut que les fondations soient solides, il faut que je sois sûre, il faut que Ouais. je sois prête. Mais Ouais, ouais, tu as raison de souligner toi, tu es ça. dans ce grand C'est. et où tu construis les Ouais. fondations dans le sens, et on en parlait hier soir, tu continues à investir massivement pour préparer, pour nourrir ta grande Ouais. vision. Et en même temps, tu es au charbon, tu es sur le terrain. Ouais. On peut parler aussi, on en parlait ce matin aussi des peurs que tu as traversées, notamment celle de te montrer sur les réseaux sociaux, toi, docteur en psychologie, thésarde, où il fallait que tout soit écrit, étayé, scientifique, et aller mettre de l'émotionnel là-dedans. Je sais que c'est un sacré chemin, et tu l'as fait, en fait, pour avoir les résultats que tu as aujourd'hui. Donc, c'est pas juste, voilà, je suis avec ma pelle et ma truelle en train de faire mes fondations dans ma grotte et j'attends que ça se passe. Je fais des fondations et en même temps, je vais dans la lumière. Je me montre, je Ouais. m'expose, je traverse les peurs. Et est-ce que tu Ouais. peux... et j'insiste beaucoup parce que je vois tellement de femmes entrepreneurs qui se lancent, mais qui sont à rester des mois ou des années à biner les fondations. Mais Ouais. il y a ce... Et comment est-ce que ça, voilà, ça se joue pour toi, ça? Oui, oui, c'est très important en effet de souligner ça et ce serait l'écueil, voire le contresens de ce que je suis en train de dire, de penser que, ah bon, d'accord, alors moi je suis bien en train de préparer, donc je suis bien sur la bonne ligne. Donc en effet, hein, attention, attention. Attention à ce qu'il a Euh, dit, hein? voilà, attention, attention. C'est pas ce qu'il faut comprendre en effet dans ce qu'on se dit là. C'est comme, c'est un aller-retour permanent, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment se dire que cette action-là est en train d'ancrer ce que je suis en train de construire et en même temps, vraiment, en effet, de le faire, de tester, OK, ça marche pas exactement à cet endroit-là, je modifie. Moi, je ne fais rien dans la perfection, hein. Pour le coup, j'ai vraiment, enfin, ça a été un chemin aussi, hein, de lâcher ça, mais il y a un moment donné, voilà, je ne mets pas 50 ans à préparer un webinaire. Voilà, maintenant, à un moment, je fais avec ce qui existe. Voilà, je fais avec ce qui existe. Alors, tu as raison de souligner que ça a nécessité vraiment de changer de paradigme, hein. Les premiers posts que j'ai faits, je n'osais pas, en fait. Je me disais, mais ça, c'est réducteur, c'est beaucoup plus complexe que ça. Bon, voilà, je me suis vraiment fait accompagner, coacher aussi pour y aller, quoi. À un moment donné, on y va, il va y avoir des critiques, c'est OK. Me faire coacher aussi pour accepter les critiques, c'est pas grave. S'il y a des gens qui viennent sur les posts, sur les pubs, et il y en a, hein, plein, pour dire, mais vous pensez comme ça, mais peut-être ouais, enfin, là aujourd'hui, maintenant, ça va mieux, mais si j'avais reçu ça il y a 3-4 ans, j'aurais peut-être pas été prête. Mais oui, on aimerait bien voir la tête de vos enfants avec tout ce que vous faites. Ils doivent être complètement déséquilibrés. Voilà. Donc maintenant, je réponds, je dis, bah, écoutez, merci de votre bienveillance vis-à-vis de mes enfants. C'est gentil de prendre, voilà, d'avoir de l'attention pour eux. Je crois que tout va bien, etc. Et on en parlait ce matin. Moi aussi, j'ai cette pointe parfois de culpabilité qui revient en me disant, oh là là, bon, tu disais, on est à Djerba, je pars plusieurs jours à Djerba, 10 jours là en l'occurrence. Et j'ai ma petite qui a 5 ans, qui sait bien jouer de ça, qui a bien vu qu'il y avait un petit endroit où on pouvait se faufiler, même si je ne le dis pas, et qui, voilà, 2-3 jours avant, tu pars à Djerba, et moi j'ai envie d'être à Djerba avec toi, maman, nanana. Et donc, voilà, j'ai aussi cette petite pointe peut-être quand même que je fais un peu trop à Djerba. Et puis finalement, hier, je l'ai en WhatsApp et elle était en train de patouiller dans le jardin comme pas possible. Elle venait de passer 3-4 heures à retourner la terre et à faire des gâteaux à la rose avec, avec la terre du jardin. Et voilà, en WhatsApp, coucou maman, ça va, voilà. Donc, voilà, donc oui, avoir l'audace d'y aller et que toutes ces actions-là, précisément, construisent les fondations. En fait, de ne pas se tromper. C'est parce qu'on est en train d'avancer
que ça construit les fondations. C'est pas je fais les fondations pour avancer. Non, non, c'est parce que j'avance, ça ancre les choses et ça les met en place. C'était important de le préciser. Et alors, je souris que tu amènes ce mot de culpabilité parce qu'il est tellement, tellement, cette fibre-là, elle est tellement sensible chez beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. Cette idée que si je développe mon business, ça va se faire au détriment d'autres choses qui sont importantes pour moi. Et on va aller là sur un terrain qui nous est cher à toutes les deux. Si je développe mon business, ça va forcément être au détriment de ma famille, de mes amants. Oh, mais bien sûr, Ida, évidemment. petite psychothérapie après. On n'a pas le temps de s'en occuper hein, avec tout ça. Les amants, on doit laisser tomber, les enfants aussi. On le garde. Et je ne couperai pas ce podcast, il partira en live comme ça. Bon, les enfants aussi. Donc, il y a cette idée que ça va avoir un coût. Et il y en a beaucoup, du coup, qui n'osent pas franchir le pas ou lâcher les fauves, comme j'aime dire, par peur que ça soit au détriment de choses qui ont de la valeur pour elles, qui sont importantes pour elles. Et donc, il y a cette culpabilité, même parfois de la honte, d'y aller franchement, parce que le prix à payer est trop cher. Et donc, elles choisissent de pas y aller pour préserver les acquis, plutôt que de risquer, pour reprendre la métaphore de l'immeuble ou de la maison, d'ébranler l'édifice. Et ce que je trouve merveilleux chez toi, Ida, c'est que tu incarnes tellement cette capacité à tout choisir. Le mari et les enfants et les séjours à Djerba, qui ne sont pas des vacances, qui sont des travacances, entendons-nous bien, et les séjours avec les amis entrepreneurs et un business florissant, prospère, avec une équipe épanouie. Comment fais-tu? Alors d'abord, c'est pas Wonder Woman. Hein. Tu vois, je veux pas du tout que on me voit comme un truc, tu vois, qu'on met sur un piédestal et du coup, ah ouais là là, je gère tout, etc. Il y a plein de trucs, voilà, comme je disais, il n'y a pas de perfection. Moi, je fais des boîtes de conserve depuis 15 ans, voilà, mais le soir, j'ouvre une boîte de conserve de haricots verts, je fais cuire une escalope, et c'est comme ça, tu vois, chez moi. Voilà, donc j'imagine que pour certaines, oh, mais c'est pas possible, tu vois, de faire ça. Donc, pour moi, c'est tout à fait possible. Donc en fait, j'inviterais chacune justement à voir ce qui est possible pour elles et ce qui est, voilà, et ce sur quoi elles sont complètement OK. Ça ressemble pas à un truc parfait et quand on le raconte, c'est pas nickel, quoi. Enfin, c'est pas nickel. C'est pas maman Thermomix, quoi. Voilà, moi je suis pas maman Thermomix. On est J'ai toutes les essayé. deux anti-Thermomix, Voilà, avouons-le aussi. bah oui, voilà, j'ai essayé. Alors, j'ai pas Anti-dogme essayé le Thermomix. Thermomix. Mais j'ai essayé le batch cooking, par exemple. Je me suis dit, bon, allez, quand même, cette année, je fais des petites boîtes dans le frigidaire et comme ça. Bon, alors d'abord, personne n'aimait ça. Ce que je faisais, personne n'aimait parce que c'était un peu trop. Il y avait des épices, des trucs, des machins. Ça plaisait à personne. Et donc, finalement, ma boîte de conserve haricots verts, escalope de dinde, ça marchait très, très bien, quoi. Voilà, donc, c'est pas parfait. C'est comme on a envie que ce soit, en fait. Voilà. Et donc, c'est vraiment pas un truc de Wonder Woman qui met sa cape pour faire tout bien sur tous les fronts, etc. Ce que je disais, c'est vraiment de basculer de Wonder Woman à badass. Et pour moi, badass, c'est je fais ce qui me plaît comme ça me convient avec mon modèle. Et peut-être qu'à l'extérieur, ça va être regardé avec un œil, c'est bizarre quand même, mais assumer en fait cette bizarrerie vue de l'extérieur à partir du moment où pour moi elle est juste cette bizarrerie. Donc ça vient d'une bizarrerie Et pour c'est soi en tout là cas. le grand travail, en fait, d'une part, se détacher des injonctions sur à quoi devrait ressembler un couple, une famille, un business, un rythme de semaine, etc. Et se donner ce fameux mot d'autorisation, des autorisations à expérimenter, à réinventer les codes de ce qu'on nous a appris qui devrait être bien. Et, et, et ça commence par être au clair sur c'est quoi ce qui me convient à moi, ce que je veux moi, si j'arrive à enlever
voilà, tout ce qu'on m'a imprimé de à quoi devrait ressembler un couple bien, une famille bien. On parlait hier de comment les enfants devraient être habillés pour faire plaisir à maman. Et Ou à ça va grand-mère. jusque-là. Et s'autoriser, s'autoriser. Et c'est pas un chemin du jour au lendemain, on est bien d'accord. Là aussi, c'est important d'adoucir ce qui pourrait être une autre injonction. Vous devez vous autoriser. Non, Non. ça se fait pas à pas, en fait. Ouais. Et je crois que l'indicateur, c'est à quel endroit c'est bien pour moi, en fait. Et quand, enfin voilà, aller ressentir, en fait. Ah, là, c'est bien. Là, mon rythme cardiaque, il est bien. Ah, là, je respire. Ah, là, je souris. Ben, ça doit être que ce truc-là, c'est bien, en fait. Quel que soit ce truc. Tu vois, tu parlais du couple. Je me suis surprise à me dire l'autre jour, tiens, en fait, avec mon mari, on est en garde alternée. On n'est pas divorcés et on n'a pas du tout l'intention de l'être. Mais finalement, on est en garde alternée et des fois, on n'est pas en garde alternée et on est tous ensemble, tu vois. Et je me dis, ah, tiens, c'est vrai que c'est rigolo ce truc finalement. Voilà. Est-ce que ça nous convient? Est-ce que c'est bien pour nous? Bah, ça a l'air. Ça a l'air, puisque ça marche, puisqu'on est là. Voilà. Et donc, ouais, je pense que c'est ça. Et puis moi, je ne voulais pas avoir ce sentiment de frustration lié à la renonciation. Tu vois, renoncer, j'ai pu sentir, notamment par exemple au tout début de ma carrière professionnelle, je me marie, avec mon mari, on avait beaucoup parlé de ce qu'on voulait dans notre futur individuellement et ensemble. En plus, on est un couple mixte, donc c'était vraiment très important qu'on ait ces discussions-là parce que il y avait des entrechoquements culturels où il fallait qu'on soit sûr d'être d'accord. Donc, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de comment est-ce qu'on voyait l'avenir pour nous et pour le couple. Et donc, quand on se marie, on sait qu'on a envie de faire 4 enfants. C'est notre projet, en tout cas. Et à ce moment-là, mon directeur de master me propose la thèse et Air France me propose un poste. Et donc, je me dis, mais comment je fais en fait? Je vais devoir choisir. Mais du coup, je vais devoir choisir dans le sens, je vais devoir renoncer. Et mon mari me dit, bah, écoute, je sais pas, tu as plein de projets dans ta vie, fais tout en parallèle et puis on s'organisera, on va trouver des solutions en fait. Puis si on a envie de faire un bébé, on a envie de faire un bébé, en fait, ça nous regarde, c'est à nous ça. Je dis, ah ouais, tu crois? Alors j'avais un deuxième copain qui m'a dit la même chose. Bon, voilà, avec plusieurs comme ça soutiens aussi, j'ai dit, ok, bah d'accord, je signe partout, je renonce pas en fait. Je renonce pas à ce qui est important pour moi. C'est important de travailler pour moi. Ce poste, il est génial. Cette opportunité de faire une thèse, c'est hyper intéressant. Et ben, voilà, qu'est-ce que je vais vivre en faisant ce truc-là? J'ai envie de faire un bébé. J'en ai fait 2, du coup, pendant ma thèse. Voilà. Et donc, j'essaie maintenant de regarder, et j'accompagne aussi les femmes qui viennent à nous, à aller regarder à quel endroit je suis en train de renoncer, et donc potentiellement de me mettre en risque de nourrir de la frustration, même inconsciemment, et du coup d'aller polluer moi et tout mon entourage avec ce genre de prise de décision, parce que c'en est une, c'est aussi une prise de décision de renoncer. À quel endroit je suis réellement en train de faire un choix, et ce choix peut être aussi de dire j'y vais pas. Ouais. Mais j'y vais pas, je le décide. C'est une décision, c'est un choix. Et voilà. Et donc, je vais vraiment travailler ça sur quand je sens que c'est pas un choix, quand je sens que c'est oh mince alors, donc du renoncement, et ben ça mérite peut-être de regarder comment finalement je pourrais le faire quand même. Et donc choisir de ne pas choisir, comme j'ai l'habitude de dire. Voilà, j'aime beaucoup ton expression choisir de ne pas choisir, que je transmets souvent à mes clientes avec cultiver le et, ce tout petit mot et. Vous pouvez avoir ceci et cela, et cela, et cela, et cela. C'est notre transposition commune de cette manière qu'on a tellement envie de vivre la vie en fait. Et j'aimerais que vraiment, si je reviens, tu vois, je suis très, très connectée à mes clientes et ce que j'observe chez elles. Et très souvent, cette tension entre j'ai envie d'y aller à fond dans mon business et le développer parce que j'aime ma mission et
et je sais que ça nécessite mon engagement et ma dévotion. Et en même temps, ouais, mais non seulement, si je le fais, non seulement je vais sacrifier ma famille, etc., mais mon temps pour moi, ce que j'aime faire pour moi, mes propres activités. Et souvent, elle commence par sacrifier ça, en fait. Parce que, voilà, sur l'autel des priorités, on va d'abord, en tant que femme, souvent se sacrifier ce qui est important pour nous. Et puis, pour quand même, parce que faut faire plaisir, il faut être une bonne épouse et mère. Et il y en a qui sont mamans solo, en plus, qui nous écoutent, qui vont se dire, mais moi, j'ai pas le choix. Parce que moi, j'ai pas le mari, le conjoint, et je dois me débrouiller toute seule. Et comment est-ce que toi, tu arrives à composer tout ça et comment est-ce que tu peux recommander aux femmes de composer avec tout ça, toutes ces tensions en fait, qu'on ressent toutes en fait, hein, et qu'on porte aussi depuis des générations. Alors peut-être, je voudrais qu'on renverse ensemble l'idée de moi, je suis maman solo, donc je peux pas. Moi, je suis à tel endroit de la société, donc je peux pas. Moi, ceci, moi, cela. C'est évidemment une difficulté, hein. Je suis pas en train de dire que du coup, ben non, mais il faut dépasser ça. Là aussi, je crois qu'il faut le voir comme un investissement sur soi et sur sa famille. Nous, quand on a commencé à travailler avec Riyad, on habitait en HLM. Moi, j'étais stagiaire hein, avant de travailler pour Air France. J'ai d'abord été stagiaire et donc voilà, on ne gagnait pas des mille et des cents. Et pour autant, j'avais voilà, j'avais mis en place le fait qu'on ait déjà une aide à la maison. Et quand j'ai eu mes bébés, une aide à la maison, nounou, etc. Bon, en plus, il y a beaucoup d'aides en France quand même hein, pour faire garder ses enfants, y compris quand on est entrepreneur, ça il faut se renseigner, mais il y a la possibilité aussi de faire beaucoup de choses par rapport à ça. Et donc, vraiment, de partir de comment est-ce que je pourrais faire pour me soulager de certaines choses que je n'ai pas nécessairement envie de faire et qui n'ont pas de plus-value. Voilà, ça, je pense que pour les femmes, c'est hyper important. On endosse encore tellement de charges qui étaient celles de nos mères et de nos grands-mères, alors qu'on a un travail en plus. C'est une sociologue qui avait dit ça pendant le confinement, mais c'était déjà très vrai avant le confinement. Le confinement a permis de le dire plus haut et fort, mais les femmes ont la vie des femmes des années 50 avec un travail en plus. Donc, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on n'est pas obligé de se positionner. Et voir ça comme un investissement aussi. Parce que pendant les 2 heures où je ne suis pas en train de faire le ménage, par exemple, ben, je suis précisément en train de monter la page de vente qui va me permettre d'avoir mes premiers clients. Et ça a une autre valeur que d'enlever la poussière sous le tapis. Hein. Voilà. Donc, voilà, je pense que c'est vachement important de se dire, OK, je suis dans une situation qui n'est pas nécessairement facile, mais par quoi je peux commencer pour me dégager du temps et des tâches qui n'ont pas de plus-value sur mon projet. Qui n'ont pas de plus-value sur mon projet. Donc ça, c'est la première chose. Et après, pardon, Anne-Valérie, je ne sais plus ce que tu as dit sur la question. Comment est-ce que tu peux recommander aux femmes de gérer cette tension, tu vois, qu'il peut y avoir entre ouais, j'ai envie d'aller vers développer vraiment mon business et m'y donner à fond et me dévouer. Et en même temps, si je le fais, ça va être au détriment du temps pour moi, en fait. Ouais. Parce que je vais toujours prioriser ma famille, mes enfants, mon conjoint, mes engagements vis-à-vis des autres. Mais je le vois, hein, et du coup, et ça mène à des burn-out d'entrepreneurs, des entrepreneurs épuisés au bout du rouleau qui lâchent l'affaire parce que sont complètement oubliées elles-mêmes en fait dans ce chemin-là. Complètement. Donc oui, en effet, le temps personnel et le sentiment de sacrifier ses enfants ou des choses comme ça, déjà, quelles sont les croyances que je suis en train de nourrir par rapport à ça? Pourquoi je pense que quand je suis en train de travailler, je sacrifie mes enfants? Est-ce que je ne suis pas en train plutôt d'ouvrir une voie à mes enfants qui est plus de liberté, plus de possibilités pour eux, un exemple de ce que ça peut être de faire ce qu'on veut dans la vie et qu'eux aussi seront libres demain. Enfin voilà, moi je crois que j'essaie plutôt de nourrir cette croyance-là en fait. Et j'ai 3 filles et un garçon.
que mes filles voient leur mère qui a 4 enfants et qui part avec leur père de un HLM dans le 94 et rien du tout sur les comptes, ah bah oui, en fait, si on travaille, si on fait ce qu'on aime, eh ben, on peut et avoir des enfants, et bosser, et monter des projets, et finalement un jour avoir une maison à Djerba et télétravailler, et travacancer. Et ouais, en fait, ce truc-là existe, d'accord, ben, en fait, je peux faire ça moi aussi, plutôt que de nourrir le manque de maman. Euh, hein, je vais te manquer, ma chérie, si je suis pas là, tu as absolument besoin de moi. Moi, j'ai pas envie de nourrir un truc où mes enfants pensent que je suis indispensable à eux, quoi. Je veux élever des adultes, en fait, demain. Autonomes, libres, responsables, citoyens, créateurs, et pas des enfants dans la dépendance de leur mère, quoi. Voilà, donc je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut penser, mais en tout cas, c'est peut-être une possibilité de voir les choses et donc de déconstruire la croyance qu'on sacrifie nos enfants quand on n'est pas là. Au contraire. Au contraire. Voilà. Et après, sur le temps sur soi, pour soi, alors je dois dire que j'ai mis beaucoup d'attention à faire en sorte que mon business nourrisse mes valeurs personnelles et mes besoins personnels et mes passions personnelles. Moi, j'aime la danse, j'aime la musique, j'ai mis ça dans mon travail. J'accompagne pourtant des femmes dans le cadre de leur travail et plutôt des femmes cadres sur des postes voilà, qui progressent dans leur évolution de carrière et qui cherchent aussi à créer l'équilibre qui leur convient entre le pro, le perso, etc. Et quand j'ai monté la boîte, l'idée, c'était que mon temps de travail soit lié à mon temps de vie, à moi, quoi. Je ne voulais pas de dissociation entre les deux. Donc voilà, peut-être que c'est aussi des questions à ouvrir et à se poser. C'est comment est-ce que je crée l'activité qui me ressemble le plus et qui fait que quand j'y vais, moi je me dis jamais je vais aller bosser. Là, on est dimanche, on s'est réveillé ce matin, moi je me suis fait mon café et vous n'étiez pas encore levé. Et la première chose que j'ai faite, c'est d'écrire, parce que j'ai eu des idées grâce à nos conversations d'hier soir pour la prochaine conférence que je développe. Je ne me suis pas dit, ah, ce matin, je vais bosser. Je me suis dit, ce matin, je vais me boire un café et je vais laisser émerger certaines idées et ça va être trop bon, quoi. Et tu t'es pas Donc, dit non plus, si, on est dimanche, je dois pas travailler, tu vois? exactement, Ouais. exactement. Ouais, ouais. Et en semaine, je me dis pas, c'est mardi et plutôt que d'aller marcher au parc, ben, je devrais être derrière mon ordinateur. Voilà. Donc peut-être que s'il y a cet endroit-là de questionnement pour les femmes avec qui tu parles, c'est tiens, qu'est-ce que je suis en train de construire si est-ce que j'ai et voilà, bien sûr d'aller respecter ses besoins par ailleurs et peut-être se mettre en premier, hein. Ça moi je dis à un moment donné, bah, mettez dans l'agenda, hein. Il faut mettre, enfin, si on veut que l'espace existe, il faut qu'il existe dans l'agenda d'abord. Donc moi par exemple, il y a un moment où je me rendais compte que je lisais plus. Et ben j'ai pris mon agenda, j'ai fait 21 heures tous les soirs lire. Voilà, Mm. lire. Tu t'arrêtes t'arrêtes de scroller, surtout sur Facebook, là. Voilà. Tu te mets en mode avion et tu lis. Ouais. Et tu vois, le mot qui me vient là, mais c'est un mot qui a un poids à gratter pour beaucoup, c'est par moments, c'est nécessaire d'avoir une certaine discipline. Le mot discipline, moi, j'ai du mal avec, même personnellement, mais pour moi, c'est un engagement vis-à-vis de nous-mêmes. En fait, à quoi est-ce que je suis engagée là quand je fais ça, quand je fais dans telle action, quand je suis en train de scroller, on est toujours engagé vis-à-vis de quelque chose, en fait. Souvent, c'est inconscient. Est-ce que je peux rechoisir à quoi j'ai envie de me réengager pour créer ma vie? Et on peut le faire à chaque instant. Et ce n'est pas forcément des choses énormes, en fait. C'est des toutes petites choses chaque jour. Ouais. Moi, j'étais comme toi avec le mot discipline. Je trouvais que c'était un mot sévère, un peu, c'était dur, etc. Et puis après, je me suis je suis retournée un peu à l'origine. Et les disciples, hein, c'est ceux qui s'élèvent, c'est ceux qui grandissent, c'est ceux qui apprennent, etc. Et alors ça, déjà, ça me plaisait un peu plus comme idée. Et puis après, j'ai entendu des concepts, alors je pense que ça vient un peu des États-Unis, tu sais, ils aiment bien mixer les mots et créer des mots en anglais. La langue anglo-saxonne est fait comme ça. Donc, j'avais entendu blisscipline, blesscipline. Alors d'ailleurs, blisscipline, c'était blisscipline, donc c'est le délice, hein, Ouais.
aller chercher le délice dans la... Et moi, en fait, au départ, comme je parle très, très mal anglais, j'entendais bless, blessing. Intéressant. Et ce qui me plaît plus, en fait, c'est exactement ce que tu as dit. Qu'est-ce que j'honore au travers mon endurance, au travers ma régularité, au travers le fait que oui, je vais me poser sur mon agenda et regarder quels sont les espaces que j'ai dédiés à mon projet, à, au temps que j'ai envie d'être avec mes enfants. Moi, quand je suis en vacances et que je me dis, là, j'ai envie d'être avec mes enfants, je le mets dans mon agenda. Alors ça peut te dire, mais oh, ben oui, je mets plage avec les enfants. Tu ouvres pas ton ordi parce que j'ai envie d'être à la plage avec mes enfants là. Donc, n'oublie pas. Ne te laisse pas aspirer. Parce que c'est pas le problème. Je dis, oublie pas, elle va pas oublier, c'est ce qu'elle veut. Mais je pense que quand même tout le monde a remarqué qu'on se laisse aspirer, même quand on veut des choses. Donc, pour pas oublier ce qui m'inspire, je le mets dans mon agenda, et comme ça, je ne suis pas aspirée. Magnifique. Ouais. Et c'est se mettre des garde-fous ou des garde-folles pour se protéger de nos propres instincts primaires, en fait. Et il n'y a pas un moment où ça va devenir plus facile ou quoi. Et j'aime beaucoup ce verbe que tu as mis là, de se dire comment est-ce que j'honore ce qui est important pour moi, comment j'honore mes valeurs, comment j'honore la vie en moi. Et j'aime bien aussi transmettre à mes clientes comment j'honore telle que je veux être dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois. Qu'est-ce que j'ai envie de lui offrir à vivre? Quelle expérience elle va vivre grâce à mes choix de maintenant, en fait. Et comme quand tu dis, bah voilà, je vais mettre dans une semaine plage tous les après-midi dans mon agenda, bah, c'est pour honorer la Ida, maman, qui dans une semaine veut être assurée de vivre ça. Et qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour honorer ce que je veux vivre, expérimenter, ressentir? Et ça peut être demain, mais ça peut être dans 1 an, dans 10 ans, en fait. Et Exactement. voilà. Et oui, je vais complètement dans ton sens en disant que c'est quelque chose à remettre sur la table tous les matins. Moi, je me pose tout le temps la question de à quoi j'ai envie que ma semaine ressemble, à quoi j'ai envie que le mois prochain ressemble, mes 3 mois, où est-ce que je veux arriver dans 6 mois, dans 1 an. Je me pose très, très, très régulièrement ces questions-là pour voir si le vent et les tempêtes de la vie n'ont pas fait dévier mon navire, tu vois, à un endroit dont je ne me suis même pas rendu compte. Donc, et c'est vrai, donc c'est vrai pro-perso, là, je parle. Hein. Pour le business, c'est pareil. Il y a plein de choses qui peuvent aspirer dans le business, y compris, et j'ai presque envie de dire, surtout quand ça commence à très bien marcher. Oui. Croire que quand Oui. ça marche très très bien, ça y est, c'est génial, il n'y a plus rien à faire. Bah si, parce que quand ça commence à marcher très très bien, il y a des sollicitations qui arrivent, il y a des envies qui peuvent aussi venir de vos propres clients et qui vous emmènent quelque part. Et vous vous remettez à pédaler pour répondre à cette envie et à ce désir de ces clients qui veulent plein de choses de vous et tout ça. Donc c'est formidable. Et en même temps, est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que c'est cette direction? Est-ce que c'est cette intention? Est-ce que c'est comme ça? Si on n'est pas en train de se poser toutes ces questions-là, on peut là aussi se faire aspirer alors qu'on est en train de gagner plein de voilà, le chiffre d'affaires est en train de fructifier et que on pensait qu'au départ, c'est là que ça deviendrait formidable. Et ben non, ça ne devient pas Et du tout qu'on pourrait formidable, ça devient l'enfer. se Ça devient reposer, l'enfer. s'asseoir sur notre couronne de laurier et méditer. Et non. Et c'est aussi cette grosse prise de conscience qu'on fait. Là, on est entre copines entrepreneurs, on le fait tout à un moment. C'est de réaliser, mais en fait, je croyais que j'allais atteindre une espèce d'extase, de moment culminant, ultime, où voilà, enfin, je serais sereine, tranquille, dans la joie, l'excitation et l'euphorie. Mais en fait, non. Il y a même des moments où on est encore plus down que down, parce que on continue à naviguer dans la vie, qui continue à être, comme j'aime dire, 50-50. Et on évolue en tant que femme et être humain aussi. Et nos business qui sont une entité séparée, mais tellement reliée à nous, cette relation, elle évolue aussi comme toute relation de couple. Et je crois que
quand je nous vois toutes évoluer avec nos entreprises qui sont arrivées à certains stades et mes clientes qui sont à tous les stades, je crois qu'en fait, plus on évolue sur ce chemin, plus les défis qu'on rencontre sont grands et gros. On peut les voir comme délicieux, savoureux, mais aussi hyper challengeants et piquants. Et c'est une sacrée aventure humaine, en fait, dans laquelle Ouais. on a choisi de s'engager là. Moi, j'aime beaucoup, j'ai souvent entendu parler en effet de l'entreprise comme une entité à part entière, comme si c'était une personne avec son propre vécu, et donc la propre relation qu'on a avec elle. Ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant de le voir comme ça aussi. Euh, et en effet, les deux en même temps, c'est-à-dire et le challenge et le plaisir, et qu'on est tout le temps finalement sur ce continuum en train de naviguer, et que finalement, c'est presque ça qui est juste. C'est-à-dire être que dans, tu disais, euphorie. Il y a un truc quoi, que j'ai pas vu, tu vois. Enfin, voilà, être que dans la misère, c'est terrible, horrible, machin. Là aussi, il y a un truc que j'ai pas vu. C'est pas... Mais être tout le temps euh, dans cet entre-deux et arriver à une certaine tranquillité dans cet entre-deux, je pense que c'est aussi ça la voie entrepreneuriale. Euh, bon, moi, je crois que la voie entrepreneuriale est un énorme vecteur d'apprentissage personnel, hein, en termes de développement personnel, de guérison presque thérapeutique pour moi. Parce que, voilà, comme c'est un truc qui dépend de comment est-ce qu'on va réagir justement dans la relation à notre entreprise, et que si cette relation ne va pas, bah, c'est l'entreprise qui ne va pas. Et donc voilà, dans le salariat, bon, on a un peu des tuiles, mais il y a quand même un salaire qui tombe à la fin du mois. À la limite, on se fait virer et puis on retrouve un autre travail ailleurs. Ça peut être un peu bancal, mais il y a une espèce une espèce de sécurité. En tout cas, je ne sais pas si je suis en train de mourir une croyance en disant ça, mais il y a une espèce de sécurité qui fait que quand même à la fin, tu as 2000, 3000, 4000 euros qui tombent et puis tu manges, tu vois. Quand tu es entrepreneur, il y a un peu ce truc qui te tient et qui t'oblige. Et ça, c'est ça qui me paraît très intéressant. Et quand je dis oblige, hein, c'est pas comme une injonction. C'est dans le sens noble du mot oblige, comme tu disais, qui honore, tu vois, qui te met en posture, en fait, en effet, tiens, c'est à moi de gérer cette relation à ma boîte, c'est à moi de gérer cette relation à moi-même. Et du coup, un vecteur d'apprentissage sur soi extraordinaire. Alors, Ida, pour qu'on arrive à la fin de ce podcast, j'aurai encore une liste immense de questions à te poser. On fera un deuxième épisode, si tu veux bien. Avec plaisir. J'aimerais bien que tu nous partages qu'est-ce que spécifiquement des femmes entrepreneurs vont trouver comme pépites dans ton dernier livre, celui dont on parlait en introduction du podcast. J'ai vraiment envie de les inviter à aller le découvrir, mais est-ce que tu peux partager quelques pépites qu'elles vont trouver pour nourrir leur propre chemin de femmes et d'entrepreneurs? Alors, j'ai envie de dire d'abord peut-être un encouragement. C'est un livre que j'ai écrit vraiment pour dire aux femmes, allez-y, euh, mettez-vous ensemble, euh, travaillez sur vous-même, traversez ces moments qui sont pas évidents, faites-vous accompagner pour ça, ça se fait pas tout seul, on a besoin d'avoir des clés, on a besoin d'apprendre des choses. Donc voilà, vraiment, c'est un livre de soutien, d'encouragement à ce que chaque femme puisse aller réveiller ses facettes, aller se réveiller elle-même. Euh, et c'est un livre un peu politique aussi parce que j'observe que quand on fait ce travail-là pour soi individuellement, en fait, c'est pas que pour soi qu'on le fait, c'est pas égoïste. On le fait euh, pour les lignées de femmes qui sont derrière, parce qu'on ouvre des possibles qui jusque-là n'avaient pas été entrouverts. On a nous-mêmes à avoir de la gratitude pour les femmes qui se sont libérées avant nous. Alors, il y a toutes celles qu'on connaît, hein, les Simone, donc Simone de Beauvoir, Simone Veil, Gisèle Halimi. Allez regarder aussi les biographies de ces femmes, d'où elles viennent. Gisèle Halimi, elle vient d'un faubourg de Tunis.
Elle a compris que l'école serait un truc important pour elle. Elle a réussi à avoir une bourse, ce qui lui a permis d'avoir le bac, d'arriver en France, d'être à la Sorbonne, de devenir avocat, paf, 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 bon, voilà. Mais regardons d'où viennent ces femmes. Simone Veil, il y a eu ce magnifique film qui retrace son parcours, cette expérience abominable de la Shoah, etc. Donc, voilà, on a ces femmes-là, mais on a aussi des femmes dans nos familles. Moi, j'ai une grand-mère en 1920 qui dit à son mari, on n'aura qu'un seul enfant. Voilà, on est ouvrier, moi je veux une élévation sociale pour ma descendance. On n'aura qu'un seul enfant. Elle a un garçon, beaucoup de femmes autour de lui, il devient médecin, et voilà. Donc, on peut faire ça aussi pour notre famille, de là où on est. Aussi une prise de décision, c'est un peu... voilà, c'est beaucoup d'audace. Voilà. Donc, le livre encourage à ça et donne aussi peut-être quelques débuts d'outils pour pouvoir y arriver, pouvoir mieux s'approprier qui on est, pour pouvoir développer justement cette responsabilité dont tu parlais tout à l'heure, parce que c'est pas si simple que ça de faire, de répondre par soi-même. Hein. Ça donne beaucoup de liberté, mais ça peut être un peu vertigineux. Donc voilà, mon livre essaie de donner des clés par rapport à ça, comment être dans une relation plus fluide à soi et aux autres, apprendre aussi à mieux communiquer, à prendre soin de soi, à s'accompagner, à se développer, et puis à développer une vision qui nous convient et s'organiser pour réaliser cette vision. Donc voilà, un encouragement, un manifeste, et puis des clés un peu plus pratico-pratiques pour pouvoir commencer à faire tout ça, quoi. Et sur le côté manifeste, j'ai envie de dire ce qui, moi, m'a particulièrement touchée dans ce livre. Et comme toi, j'ai beaucoup observé, lu les grandes figures féminines qu'on qualifie de féministes. Et j'ai toujours eu des difficultés à me positionner dans ce grand champ du féminisme et où je ne me reconnais pas dans certains discours que je trouve soit trop provocateurs ou soit manquant de finesse et de subtilité sur certaines choses. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ton livre et dans le précédent aussi, justement, c'est qu'on n'est pas dans des choses extrêmes ou extrémistes ou dogmatiques sur la femme est comme ça et polarisant par rapport à l'homme. Non, c'est beaucoup plus délicat. J'ai envie de dire le mot intelligent parce que pour moi, Aïda, tu es vraiment une femme intelligente et c'est ce qui ressort dans ton livre. Et en même temps très pragmatique, plein de bon sens, parce que aussi parfois dans ces discours-là, je trouve qu'on perd un peu aussi de bon sens, quoi. Et voilà, c'est ce bon sens et ces clés pratiques où tu t'amènes ces mots, t'amènes les mots, mais pas seulement les concepts, parce que tu parles aussi beaucoup, beaucoup de ta propre histoire. Et c'est aussi, je trouve que pour ça que l'ouvrage est très inspirant. Sur c'est quoi concrètement la responsabilité, c'est quoi concrètement choisir. Et la notion, on n'en a pas parlé là, on pourra en parler une autre fois, de l'humilité, de la joie et de ces très belles qualités en fait qu'il est de notre responsabilité de cultiver. Donc, merci pour ce cadeau aux femmes, aux hommes, parce que c'est beau aussi de voir, je te vois sur les réseaux sociaux, de voir qu'il y a aussi des hommes qui livrent ce livre. Et c'est plein d'espoir et d'espérance même, j'ai envie de dire, que des hommes s'engagent avec nous sur ce chemin. Quel serait ton dernier message, Ida, pour les femmes qui nous écoutent, qui ont envie de s'engager encore plus pleinement sur cette voie de l'entrepreneuriat, dans toutes leurs facettes de femmes et dans cette vie qui est, j'aime bien dire, sauvage, par moments tellement tumultueuse et quel cadeau on a reçu. Quel serait ton dernier message pour elles? Je pense qu'on a beaucoup parlé justement de cette invitation à révéler ses facettes, à avancer, à agir, à avoir de l'audace. Et du coup, j'ai peut-être envie d'insister sur la première partie un peu de mon slogan, entre guillemets, prenez soin de vous. Mon slogan, c'est prenez soin de vous et révélez toutes vos facettes. En tout cas, voilà, c'est une phrase, c'est plus qu'un slogan, parce que c'est vraiment une phrase dans laquelle je crois profondément.
et qui est aussi un guide pour moi tous les jours. C'est-à-dire que je me dis, est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu incarnes ça? Et quand est-ce que tu es à côté de la plaque, en fait, par rapport à ça? Et des fois, je suis à côté de la plaque par rapport à ça. Donc, c'est vraiment un truc pour moi qui est comme un mantra, quoi, finalement. Et prenez soin de vous parce que c'est pas anecdotique, c'est pas un truc de bisounours, c'est pas quand on aura le temps, parce que quand même, il y a d'autres choses à faire dans la vie. En fait, c'est essentiel. C'est notre santé dont on parle quand on dit prenez soin de vous. Euh, c'est notre santé mentale, psychique. C'est le soin aussi qu'on porte à l'humanité, à l'environnement. Et donc, on est très, très, très loin d'un truc, on met des bougies et on se met de l'huile de coco parce que ça sent bon et que, ah oui, c'est très agréable d'être chez moi. Non, non, c'est plus profond que ça. Et donc, je vous invite vraiment chacune à aller chercher qu'est-ce que ça veut dire pour vous, le soin à soi, le soin aux autres, le soin à l'environnement. Je parle de l'environnement, la nature, mais l'environnement de manière globale, les autres, le groupe social, les humains autour de nous. Et voilà, ouais, peut-être c'est là-dessus que j'ai envie de terminer, de vous inviter à avoir cette réflexion vous-même et de veiller à ça aussi. Ouais, et merci d'amener ce prendre soin dans, dans cette responsabilité de chacune définir ce que ça veut dire. Parce que ça fait partie de ces expressions un peu galvaudées, même les mails, prends soin de toi, comme on dirait, je te claque la bise, prends soin de toi. Et c'est devenu un truc un petit peu fourre-tout. Et il n'y a pas de définition non plus de ça veut dire quoi, prendre soin de soi. C'est là aussi à chacune d'aller à la rencontre de ce que ça veut dire pour elle. Wow. Exactement. Merci infiniment, Ida. Alors maintenant, j'aimerais que tu nous partages où on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux préférés ou autres. Et est-ce que tu aurais une invitation du moment à lancer aux femmes qui auraient envie de se rapprocher un petit peu plus de toi? Écoute, les réseaux sociaux, c'est Facebook. J'ai un groupe dans lequel on peut venir et être au courant de plein de choses tous les jours, hein. On publie beaucoup, donc c'est le groupe Femmes-S. Et puis sinon, bah, Ida Gennari Elichery, mon profil, y compris sur LinkedIn aussi, Ida Gennari Elichery. Donc ça, c'est facile de me trouver. Et puis, bah, pour ce qui est de l'actualité, c'est le livre, je crois, hein, c'est l'école des femmes inspirantes, des femmes dirigeantes, l'école des femmes dirigeantes de leur vie. Le voilà, pour celles qui peuvent voir, puisque je sais que tout le monde n'est pas en visio là. Et je mettrai Ou tous les l'écoute. liens dans les notes du Voilà. podcast, donc vous pouvez aller dans les notes et tout trouver. Voilà, donc l'école des femmes dirigeantes de leur vie, c'est l'actualité du moment pour nous. Et pour clôturer, je crois que tu as un grand projet. Tu veux nous en dire un mot? Parce que je trouve ça courageux. Et qu'on clôture voilà, sur cette envolée. Alors, je vous ai présenté hier soir ce grand projet. C'est à partir du livre, en effet. J'ai très envie de développer une conférence. Donc, la conférence est quasi prête. Mais au-delà de la conférence, c'est plutôt une expérience inspirante qui va mettre en valeur les femmes justement qui s'engagent, qui avancent, et parmi elles, nombreuses de mes clientes, et qui finalement dépassent ces limites qu'elles pouvaient avoir pour elles-mêmes et qui aujourd'hui sont sur ce chemin et voire même sur cette acquisition du prendre soin de soi et de l'engagement et de la révélation de leurs facettes. Donc voilà, un événement qui est en construction, j'espère, pour 2024, où on pourra voir dans les faits ce que c'est de pouvoir vivre ce qui est important pour soi, de choisir, de ne pas choisir. Et puis, j'aurai deux, trois trucs à partager à travers cette conférence, y compris des anecdotes perso. Je vais même faire l'effort de travailler encore un peu plus sur les anecdotes perso en suivant vos conseils, parce que voilà, j'ai encore quelques réserves et quelques limites, moi aussi. Donc voilà, je suis prête à aller approfondir tout ça et puis en effet offrir cette conférence dans les prochains mois avec grand plaisir. Merci, Ida. Tu peux compter sur moi pour communiquer amplement. Donc, suivez Ida, suivez-moi. Et
Merci beaucoup, Ida, pour ce très beau temps Merci à partagé, toi. tellement inspirant pour toutes les femmes. Et allez suivre Ida, commander son livre. Ça sera encouragement, ça sera ouverture au rôle qu'on a à jouer pour honorer les femmes qui nous ont amenées là aujourd'hui et créer un si bel avenir pour cet avenir. Merci infiniment, Ida. Merci à toutes de nous avoir écoutés et à très bientôt.